mais je ne suis pas content. Et la raison pour laquelle je ne suis pas content se trouve dans cette vidéo aussi, parce que même les escargots se moquent de nous. Aujourd'hui, on va parler de Air Liquide. Donc, tout le monde connaît cette compagnie, blablabla. Mais on va uniquement parler du point de vue avantage concurrentiel ici. OK, je lance le prompt de base que vous pouvez retrouver en description de la vidéo ici. Et je fais ceci. La réponse est simple. On a deux avantages concurrentiels. Lesquels? Sur Air Liquide, on a essentiellement le coût de changement et les productions à bas coût. Et on va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il mentionne cela. En résumé, il dit ceci. Air Liquide vend ce qui est techniquement une commodité, les gaz industriels, mais génère des rendements de niveau industriel parce que le produit représente une ligne de coût mineur tout en étant critique pour la propre chaîne de production du client, ce qui enferme les acheteurs dans des contrats d'approvisionnement de long terme et à forte densité. Il a identifié deux avantages concurrentiels et il va les détailler. Premièrement, il y a le coût de changement qui est, selon lui, assez large et il est stable, donc il n'est pas en déclin, etc. Ça, c'est aller vérifier par nous-mêmes. On a un ensemble de questions à poser, etc. Bref, ce n'est pas le but ici aujourd'hui. Donc, coût de changement. Pourquoi? C'est le pilier le plus solide du mode d'Air Liquide. Pour les clients sur site ou relevant des grandes industries, donc qui sont des raffineries, des aciéries, des complexes chimiques, Air Liquide construit une unité de production de gaz dédiée, adjacente ou directement reliée par canalisation à l'installation du client dans le cadre de contrats qui courent typiquement sur le long terme. Une fois cette unité construite et raccordée, le client est verrouillé physiquement et économiquement. Donc, c'est-à-dire, qualifier un nouveau fournisseur impliquerait de nouveaux investissements, de nouvelles approbations réglementaires et de sécurité ainsi qu'un risque sur la production. Tout cela pour économiser sur un poste de coût marginal au regard de la base de coût total du client. Donc, vous pouvez voir ici que Air Liquide est indispensable pour ses clients et représente un tout petit coût marginal uniquement par rapport aux dépenses globales du client. Ce qui veut dire qu'on a un effet de levier. On a un pricing power qu'on pourrait continuer à utiliser. Et ici, le first mover advantage est important, surtout pour les clients sur site. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez construit l'usine, tout a été, les canalisations sont prêtes, etc., ça serait difficile de changer, surtout que les contrats sont sur une longue période de temps. Donc, le maillage territorial est important. C'est ce que moi, je comprends déjà à partir du coût de changement. Et j'aime ça. Parce que le gaz naturel représente une fraction infime des coûts de l'acheteur tout en étant essentiel à la continuité de la production. Les clients privilégient rationnellement la fiabilité au changement de fournisseur, ce qui correspond exactement au mécanisme cité par Morningstar pour justifier le relèvement du mode à l'échelle du secteur. Donc, ici, il justifie pourquoi, etc. Et il cite ceci. Le gaz industriel représentant généralement ici une fraction des coûts des clients tout en étant un intrant vital pour assurer une production ininterrompue. Les clients sont souvent disposés à payer une prime et à signer des contrats à long terme pour s'assurer que leurs activités fonctionnent sans interruption. Et ces contrats de long terme, ainsi que les coûts de changement élevés, contribuent au mode des producteurs de gaz industriel. Parce que le gaz industriel, c'est une commodité de manière générale. Donc, premier mot identifié, est-ce qu'on est plutôt d'accord avec ça? Moi, je suis plutôt d'accord. OK? Et ça va également se voir au niveau des chiffres. Comme je le dis ici, c'est bien de savoir qu'il y a un avantage concurrentiel, mais comment est-ce qu'il s'appelle? Comment est-ce qu'il est mis en pratique? Est-ce qu'il est de plus en plus large? Est-ce qu'il s'affaiblit de plus en plus? Quelle est la clé? Enfin, quels sont les éléments qui pourraient faire à ce que cet avantage concurrentiel disparaisse du jour au lendemain? C'est sur ça qu'on doit travailler. C'est ça qui vous permet de savoir qu'une entreprise est intéressante à long terme ou pas. Parce que le long terme, c'est facile à dire. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais en fait, vous êtes en train de signer un contrat avec quelqu'un, avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Et cette personne-là, c'est vous. Est-ce que vous connaissez qui sera, disons, Thierry dans 10 ans, 20 ans? Quel type d'investisseur il sera? Est-ce que mentalement, il sera prêt à accepter de continuer à mettre de l'argent sur Air Liquide? Voilà des questions qu'on se pose. La technique, c'est la partie la plus facile. Et ce qui va plus vous aider sur la partie psychologique, c'est la connaissance même des business, au-delà des chiffres. Bref, je referme cette parenthèse-là. Comme d'habitude, vivez vos propres expériences. Ne me croyez pas sur parole. Prenez vos petites expériences que vous avez ici. Si elle est de 5 ans, regardez quel type d'investisseur vous étiez il y a 5 ans. Est-ce que vous êtes le même aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Si vous avez fait 10 ans que vous investissez, regardez quel type d'investisseur vous étiez il y a 10 ans. Est-ce que vous êtes le même aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Et si je vous dis que les avantages concurrentiels, c'est connaître un avantage concurrentiel, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, aller en profondeur, regarder ce que les concurrents font, c'est très important pour vous permettre ici de continuer à détenir à long terme une compagnie. OK? Parce que acheter à long terme chez un investisseur à long terme, c'est facile à dire. Maintenant, il faut commencer à faire le travail. Et le travail le plus important, c'est de comprendre comment est-ce que le mode fonctionne. Et s'il est même d'ailleurs présent. Donc, deuxième élément, c'est intangible.
Donc, pourquoi est-ce qu'il mentionne ça? Il est présent un tout petit peu. Bon, il est étroit, selon le prompt, et il est en croissance. Donc, techniquement, on va essayer de voir pourquoi. Donc, il dit ceci. Air Liquide détient un savoir-faire technique et réel, en particulier dans la séparation cryogénique de l'air, la production et la purification d'hydrogène, et de plus en plus les gaz vecteurs de qualité électronique pour les fonderies de semi-conducteurs, mais il ne s'agit pas d'une activité protégée par une forteresse de brevets comme peut l'être ici GTT. Donc, l'avantage en actifs intangibles se rapproche ici de l'avantage d'une expertise d'ingénierie de procédés accumulée d'un historique de sécurité et de la confiance client dans une activité où une rupture d'approvisionnement peut arrêter l'usine du client. Et faites attention, on n'arrête pas une usine comme ça, hein. Ça coûte des millions à redémarrer. Donc, c'est pas comme si on va appuyer sur un interrupteur et ça s'arrête du jour au lendemain. Parfois, même certaines usines continuent à fonctionner, même si c'est à perdre. Parce qu'en réalité, vaut mieux fonctionner à perdre que de couper complètement par rapport à une certaine période, bien sûr. Donc, il mentionne ici que la division électronique où Air Liquide revendique une position de leader illustre le plus clairement comment un avantage intangible se traduit en revenus captifs et à marge premium liés à des exigences de fabrication avancées. De toutes les façons, s'il raconte quelque chose ici que vous ne comprenez pas, on copie, on lui demande explique-moi ça simplement avec des exemples factuels. Point. Parce que le but est de comprendre. Parce que la deuxième étape, c'est la double vérification. Ah oui, vous pensez qu'on va s'arrêter au niveau du prompt? Non. Il faut faire une double vérification au niveau des rapports annuels, au niveau des conférences calls ici. Comment est-ce qu'on peut raccorder ça avec ce que les concurrents disent, etc. OK? Ça, c'est le début. Ce n'est pas la fin. OK? Mais ça vous permet déjà de commencer quelque part. Donc, en interview, de manière générale, on est OK. Ce n'est pas un large mot ici, mais voilà, je peux comprendre. L'effet de réseau, on n'en a pas. Et il vous explique pourquoi. D'accord? Aucun effet de réseau classique ici au sens même de la définition de l'effet de réseau n'existe dans l'approvisionnement en gaz industriel en vrac. Donc, l'arrivée d'un client chez Air Liquide n'augmente pas directement la valeur du service pour un autre client. Donc, il existe un véritable effet d'économie de densité. Les réseaux régionaux de canalisation et le regroupement des sites de production réduisent le coût marginal de desserte d'un client additionnel à proximité, mais il s'agit d'un avantage d'échelle et de coût, non d'un effet de réseau au sens où on l'entend chez Morningstar par exemple, donc à savoir une valeur de plateforme partagée. Je suis plutôt en accord ici. Donc pour moi, le mot concernant le switching cost, dont le coût de changement, c'est l'un des meilleurs. Moi, j'adore le coût de changement. Donc ça veut dire qu'ici, il y a de fortes chances que le client soit captif. Et on doit comprendre pourquoi. Et je pense qu'on l'a compris ici. Maintenant, coût de production bas. Alors, il mentionne ceci. L'échelle d'Air Liquide dans l'envergure, ses réseaux mondiaux de canalisation et le regroupement de ses actifs de production autour de bassins industriels lui confèrent un avantage de coût structurel que des fournisseurs de gaz régionaux plus modestes ne peuvent aisément reproduire. Construire un réseau de canalisation dense et concurrent dans une région industrielle déjà desservie exigerait un investissement massif et largement redondant qui peinerait à générer un rendement dès lors qu'un acteur en place détient déjà des contrats clients. Donc en fait, ici, le first mover advantage est très important. Et une fois que le client est signé, etc., il est verrouillé. Point. Donc si toi tu viens demain, tu dis, oh non, je vous propose 2 fois moins cher. Ouais, mais techniquement, ça nous coûte $1. Et le $1 ne représente même pas 0,0003% de nos dépenses globales. Donc techniquement, pourquoi est-ce qu'on devrait changer, réduire la production ou bien couper la production juste parce qu'on veut économiser la moitié de ce qu'un client nous propose, la moitié de ce que le client de nos fournisseurs actuels nous propose, surtout que c'est un coût infime pour nous. Vous comprenez maintenant? Donc, le first mover advantage est important. Le maillage territorial ici est important. Donc, contre-positionnement, on n'en a pas. Et globalement, ici, les risques, ici, la volatilité des coûts de l'énergie et des effets de change peut déformer la croissance du chiffre d'affaires publié, même lorsque les économies sous-jacentes du mode restent intactes, comme observé récemment, où un effet de change défavorable et des prix d'énergie en baisse répercutés aux clients ont masqué la croissance comparable sous-jacente. Donc, parfois, ici, vaut mieux aller regarder les éléments qui comptent au sein de Air Liquide. Le revenu peut être en décroissance, mais en réalité, le business n'est même pas... C'est lié à des éléments, à des événements ponctuels. Donc, le second risque ici, à horizon long terme, c'est à l'intensité capitalistique liée au virage vers l'hydrogène et la décarbonation. Donc, les grands projets d'électrolyseurs exigent qu'Air Liquide investisse des montants significatifs pour construire, détenir et exploiter une seule installation. Et si la demande, et ça c'est le gros problème, si la demande d'hydrogène progresse plus lentement que prévu, ce capital pourrait rester sous-utilisé pendant des années, un risque de calendrier de la demande plutôt qu'un risque pesant sur le mode sur le mode lui-même. Donc, techniquement, est-ce que Air Liquide peut survivre? Bien sûr. OK? Mais ce n'est pas ça qu'on veut.
D'ailleurs, on aimerait que ça se passe bien dans le meilleur des mondes. Qui sont les concurrents ici? Vous avez les principaux concurrents qui sont Linde, Air Product Chemical, donc on appelle généralement ici APD. Tous deux ici également relevés, enfin, ce qui signifie que Air Liquide évolue dans un oligopole rationnel et protégé par des modes plutôt que de faire face à une menace structurelle venant d'un rival unique et disruptif. Donc Air Liquide a par ailleurs poursuivi une consolidation régionale, notamment en finalisant une acquisition qui en fait le leader en Corée du Sud et qui accroît son exposition au secteur des semi-conducteurs, un mouvement de renforcement d'échelle plutôt défensif. Donc, vous pouvez voir ici que pour que Air Liquide ressemble à la compagnie qu'on connaît en date d'aujourd'hui, il a fallu plusieurs années d'acquisition. OK? Peut-être pas des grosses acquisitions, des toutes petites, mais le but était simple, dominer des segments d'activité. OK? Donc, globalement, ici, vous pouvez voir, d'autres compagnies ici ont fait des acquisitions, etc. Ça n'a pas vraiment besoin d'être énorme ici, mais c'est une stratégie qui a permis ici de consolider un secteur d'activité. Maintenant, quand on regarde à peu près, donc vous pouvez voir ici, dans ce secteur, il y a des barrières à l'entrée qui sont très élevées. Donc, on en a cité précédemment ici au niveau des coûts. Pourquoi est-ce que, enfin, une partie au niveau des coûts de changement, au niveau ici des bas coûts. Donc, est-ce que vous êtes plutôt en accord avec ça? Laissez-moi savoir dans le groupe School. Donc, ici, vous avez une croissance des revenus, etc. Ce n'est pas beau à voir, mais ce qui nous intéresse plus généralement, c'est la stabilité des marges. Donc, on regarde ici Air Liquide. Est-ce que les marges brutes sont stables? Magnifique. Est-ce que les marges EBITDA, maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que c'est stable. Les marges EBITDA sont plutôt stables. Vous comprenez que les marges EBITDA, même de manière générale, elles peuvent fluctuer par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué précédemment. Mais quand vous prenez, vous dézoomez un tout petit peu, moi j'aime faire ceci, je prends la médiane sur une vingtaine d'années, on est à 24%. Je ne cherche pas le chiffre exact. Sur 10 ans, on est à 24,6%. Au moins, on est stable. Sur 5 ans, 25,4%. Sur 3 ans, 26%. En tout cas, c'est au moins 24% depuis 20 ans. C'est parfait. Maintenant, on regarde ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il bon, je connais la chanson. Le nombre d'actions ici a tendance à augmenter, etc. Je vous ai déjà donné ma raison. Qu'est-ce que je pense des actions gratuites, etc. Ça, on referme le débat. OK? Donc, ça dépend de la situation. Maintenant, dette nette sur EBITDA. Dette nette sur EBITDA ici inférieure à 5, qu'est-ce qu'on a? 1,3. Dette nette du point de vue volume, et on voit que la dette nette est en décroissance ici. Du point de vue volume également, c'est en décroissance, mais vous pouvez voir ici que c'est une combinaison d'augmentation de l'EBITDA en termes de volume et de diminution ici de la dette nette. Est-ce que les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens? On les compare ici, on les met sur le même graphique et on constate ceci. Voilà, les deux ont tendance à aller dans le même sens, même si à une certaine période, c'était un tout petit peu plus élevé, mais je pense ici que c'était lié également à une période de capex assez élevée. OK? Bref, on referme cette parenthèse-là et on pense, la question qu'on se pose ici, est-ce que Air Liquide mérite d'avoir une place dans notre watchlist? La réponse est oui. Quelle valorisation vous allez quel multiple de valorisation vous allez employer pour analyser, pour essayer d'apprécier apprécier, parce qu'on apprécie la valeur de ce business et apprécier, ce n'est pas juste une question quantitative, c'est également une question, c'est surtout une question qualitative. J'ai dit, Air Liquide peut mériter 20 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices. Tout dépend des taux d'intérêt, etc. Donc ici, je vais me positionner simple. Je suis gentil, Air Liquide. Vous pouvez mettre 25 fois les bénéfices. Hein. Ça, c'est vous. J'essaie d'être quel est le prix, selon moi, à partir duquel Air Liquide m'intéressera? Ce prix-là sera aux alentours, en dessous des 116 $ à l'action, mais je ne peux pas dire que ça vaut 116 $ à l'action. Ça, c'est totalement différent. Air Liquide peut bien valoir au-dessus. Le prix actuel, de manière générale, est correct. OK? Maintenant, le prix actuel est quoi? Je ne dirais pas que elle ne se négocie pas à 50 ou 40 fois les bénéfices. Ici, c'est assez correct par rapport à la stabilité du business sous-jacent. Et vous pouvez voir ici que ça ne souffre de rien pour le futur de manière générale parce que les clients sont en majorité prisonniers. Donc, si je mets ici le 20 fois les bénéfices, comme je l'ai dit ici, ça dépend de votre optimisme sur le dossier. Ici, j'essaie essentiellement de savoir quels sont les points intéressants pour moi. Donc, 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 155 € l'action, moins la dette nette. Je dis bien, moins la dette nette, ça donne combien? Compagnie européenne, moins 15 ici. Donc, ça donne à peu près aux alentours de 115. Laissons même la dette nette de côté. Ça donne 155. OK? Donc, entre 194 ici et 155, c'est à peu près la zone à partir de laquelle cette compagnie pourrait être intéressante. Pour moi, je ne vois pas de problème de manière générale. Est-ce qu'il y a un risque ici de baisse des marges? Vous connaissez la réponse. Elle se trouve au niveau de la compréhension du mode. Donc, celui qui pense qu'Air Liquide peut aller c'est possible, c'est largement possible qu'elle reste à plus de 25 fois les bénéfices. C'est un beau business. Comme je l'ai dit, les clients sont prisonniers. La seule chose qui pourrait faire dérailler tout cela,
bah, c'est peut-être la faillite des clients en question. Et encore, ce sont des contrats T-Corpé, donc techniquement, c'est de la dette. OK? Donc, même si vous faites faillite, techniquement, ça ne veut pas dire ici que vous n'allez pas avoir tendance à payer. D'accord? Et faire faillite, même d'ailleurs, ça ne veut pas dire que l'usine arrête de fonctionner. Très souvent, c'est en lien avec la restructuration de la dette, etc. Ça ne nous intéresse pas de manière générale. Donc, globalement, ici, je vais regarder dans le target, dans ma watchlist, Air Liquide était à combien? On va aller regarder ça rapidement. Air Liquide, compagnie française, Airbus. Non, ici, c'est l'Air Liquide plutôt, donc ça sera avec L. Donc, où est-ce que ça se trouve? L'Air Liquide. Alors, voilà. Donc, on avait dit combien? C'est ça, en avril 2026, on était à 183. Ouais, je pense que j'avais pris 25 fois les bénéfices. Et puis voilà, je vais mettre ici 194. Ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, j'ai pris 25 fois les bénéfices. Elle le mérite. D'accord? Donc, en dessous, c'est pas trop ce prix-là qui est intéressant. Le plus important ici, c'est est-ce que à partir où le prix actuel Air Liquide représente une opportunité d'investissement pour moi par rapport aux objectifs que j'ai à long terme sur mon portefeuille? C'est la question à se poser. C'est la question à se poser. Donc, estimer bénéfice ici de 2,025. C'est la question qu'on se pose à ce niveau. Maintenant, certains vont te dire que non, ce n'est pas intéressant pour moi, mais finalement, est-ce que vous pensez que ce business est globalement surévalué? Moi, je ne le pense pas. Le plus important maintenant pour quelqu'un qui va aller sur le long terme, c'est d'étudier la croissance, taille du marché, où est-ce qu'elle va, quelle est la stratégie, est-ce que le management a tendance à faire ce qu'ils disent et à dire ce qu'ils font. Voilà des questions que vous devez vous poser. Néanmoins, les amis, je ne suis pas content. Le projet avance lentement et il est essentiellement financé par la bibliothèque de Prom, qu'elle soit premium ou de base. D'accord? Donc, prenez le temps d'aller écouter la dernière vidéo ici. On a juste besoin de 2%, les amis. Je n'ai pas besoin de 19 000 personnes. Non, c'est le 2% qui change tout. Littéralement, on a même besoin de moins de 2% de manière générale. Donc, on se donne un défi. C'est terminé ça avant la fin du mois de juillet. Il nous reste à peu près 10 jours, les amis. Est-ce que vous voulez que je sois fâché pendant toute l'année? Hein? Permettez-nous de gagner du temps. Parce que tout le monde va bénéficier de ce projet-là. Sans exception. Même ceux qui n'y contribuent pas. Et franchement, ce serait regrettable de juste laisser ça passer comme ça. D'accord? C'est le moment de s'impliquer. Les merci, les likes, etc., c'est bien. Mais c'est le moment de s'impliquer. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Air Liquide, c'est une très belle entreprise jusqu'au prix actuel, ou même au prix actuel. Le dividende, etc., tirez vous-même les conclusions de manière générale. Ce n'est pas la peine d'en parler. Je pense qu'ici, tout le monde peut savoir qu'il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître, etc. Et blablabla.